Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais un petit peu revenir sur la trilogie Infernal Affair. Voilà, je n'ai pas pu participer au fameux live du Beau Parleur, donc j'avais à regret, donc je voulais vous faire une petite vidéo dessus quand même pour donner mon avis, puisque je suis allé voir les trois films d'affilée au cinéma sur Paris. Voilà, ils tournent pas mal en ce moment. J'y suis allé avec Jonathan Azier. Voilà, on a passé une super soirée, on a enchaîné les trois films. Et on était très heureux et je vais essayer de vous parler un petit peu de mon ressenti par rapport à ça. Voilà, donc moi, Infernal Affair, évidemment, gros classique de l'époque, il est arrivé en France à une époque où moi je découvrais le cinéma de Hong Kong, c'est les années 2000, début 2000, moi c'était tout, voilà, tout début 2000, et le film était sorti en France en 2003 ou 2004, et donc c'était en plein dans l'essor, voilà, moi je regardais tous les films hongkongais qui sortaient. Alors évidemment j'avais un attachement viscéral au film des années 70, 80, 90, mais les films de 2000 en fait ils arrivaient en même temps que mon amour pour ce cinéma. Donc j'avais un plaisir de regarder voilà, à cette époque les films d'Andrew Lowe, les films de Wilson Yip, les films de Johnny To évidemment, etc., les Benny Chan, les Teddy Chen, etc. Et en découvrant des acteurs de cette génération-là qui ont explosé dans les années 2000, à savoir les Lo Ching-wan, les Francis les Tony Leung Ka-fai, qui étaient déjà des anciens mais qui refaisaient des films dans les années 2000, Tony Leung Chiu-wei, Andy Lau, etc. Et donc, j'avais décroché un petit peu des années 2000. Et là, c'est vrai que en revoyant les trois films, les trois Infernal Affair, ça m'a un peu reconnecté. Là, je commence à me remettre des films des années 2000 de Hong Kong. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai eu la dent un petit peu dure avec ces films, mais à la revoyure, c'était quand même encore pas mal, quoi. Il y avait quand même des grands films. Et voilà, je dis ça parce que, effectivement, Infernal Affair 1, Infernal Affair 2, pour moi, sont des très grands films, très importants du cinéma de Hong Kong, voire des chefs-d'œuvre, hein, si on peut aller un petit peu plus loin. Le 3 est un petit peu plus problématique et je vais vous en parler. Le premier est indéniablement le meilleur, selon moi, parce que il amène... alors, déjà, je trouve que les trois Infernal Affair parlent du rapport entre Hong Kong et la Chine de trois manières différentes. Et je vais essayer d'expliquer un peu pourquoi. En résumé, je trouve que le premier, c'est finalement un hommage à ce qui se faisait à Hong Kong auparavant, depuis à peu près 20 ans, avec des histoires de flics infiltrés, polars, etc. Et ça parle vraiment de ça. On est encore à Hong Kong et c'est une histoire typiquement hongkongaise. On filme les rues hongkongaises de l'époque, etc. Le 2, c'est plutôt... donc il y a cette très grande scène de la rétrocession, d'ailleurs voilà, très touchante, où en fait dans le 2 on voit les personnages vivre la rétrocession, chacun à leur manière, que le flic comme les flics comme les gangsters, etc. Et c'est très beau, c'est très touchant, et moi c'est dans mon souvenir c'est la meilleure, ou même la seule fois où j'ai vu la rétrocession mise en scène de cette manière-là, avec évidemment un gros pansement au cœur, mais aussi une envie d'aller vers l'avenir. Donc c'était voilà, c'est le 2 fait en fait pivot entre justement Hong Kong et la Chine, et le 2 parle de ça, même si c'est une préquelle et que ça se passe 10 ans avant. Le premier, ça parle quand même du pivot entre Hong Kong et la Chine. Et le troisième, c'est effectivement une volonté, pas toujours réussie, c'est vrai, malheureusement ils auraient dû bosser un petit peu plus dessus, mais il y a quand même une volonté, voilà, de se dire maintenant on est chinois, Hong Kong est en Chine, et on va aller de l'avant et on va voir vers l'avenir. Et ça se fait à travers deux personnages qui sont les personnages donc de Leon Lai et de Chen Daoming, qui jouent le personnage de deux flics, mais qui incarnent vraiment voilà, cette espèce d'espoir chinois et cette rétrocession à la définitive de Hong Kong à la Chine. Et à chaque fois, c'est intéressant parce que c'est toujours, voilà, il y a toujours deux personnages comme ça qui font pivot et qui sont un petit peu les héros des films, même si le personnage en fait principal du film, selon moi, qui traverse toute la trilogie, c'est clairement le personnage d'Andy Lau, qui est le plus intéressant. Je crois que le titre original du film, en chinois, ça s'appelle Enfer perpétuel. Et l'enfer perpétuel, en fait, c'est lui qui le vit. Il est gangster, il va chez les flics, mais il veut vivre comme un flic. En même temps, il veut être quelqu'un de bien. Il est toujours tiraillé à travers les trois films. Voilà, on ne sait pas si c'est un personnage purement, il n'est pas forcément purement négatif, purement positif. À la fois, il est dans la survie, à la fois, il est parfois, il fait les choses bien, etc. Où il veut faire les choses bien et il n'y arrive pas forcément. Donc, c'est vraiment le personnage le plus intéressant de la trilogie.
le mieux écrit, le mieux interprété, et, et donc voilà, on va dire que c'est ni le méchant ni le gentil, c'est vraiment le personnage tiraillé entre le bien et le mal, et qui est très 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 compliqué à cerner. Et d'ailleurs lui-même devient fou à la fin du 3, etc. Et le personnage a tellement pas de repères qu'en fait il se perd complètement. Et donc de ce point de vue-là, le film est très négatif de ce point de vue-là. Et ça parle aussi évidemment de l'identité entre Hong Kong et la Chine. Évidemment, l'identité sino-hongkongaise est au cœur des films d'infiltrés. Pour moi, le chef-d'œuvre absolu du film d'infiltré, c'est Man on the Brink, mais il y a aussi évidemment City on Fire, voilà, qui sont des grands chefs-d'œuvre des films infiltrés, mais il y en a plein d'autres qui parlent de ce tiraillement, voilà, entre ces deux identités, entre le flic et le gangster, entre la Chine et Hong Kong, etc. Et donc, enfin, dans l'affaire, ça traite de ça. Et à la fin, le personnage d'Andy Lau devient complètement fou et se perd complètement, voilà, dans cette double identité. Donc c'est ça profondément que le film raconte. Après, si on veut aller un peu plus loin, si on veut parler des autres personnages, parce que moi, vraiment, c'est vraiment Andy Lau le personnage le plus intéressant, enfin le personnage d'Andy Lau, l'inspecteur Lau. Il y a évidemment des acteurs monstrueux à chaque fois à travers cette trilogie. Donc pour revenir sur le premier, voilà, le premier gros classique qui a en bien et en mal influencé le cinéma de Hong Kong des années 2000-2010. En bien, il a amené effectivement... C'est vraiment une époque où le cinéma de Hong Kong a essayé de se faire une santé et de se faire une espèce de respectabilité, en fait, au niveau des cinémas du monde entier. On n'est plus vraiment dans le cinéma d'exploitation pur, même si ça reste quand même du cinéma d'exploitation. On est plus dans le heroic bloodshed, le gunfight, la chose virevoltante, tourner un peu à la va-vite, les musiques un peu pompées à droite à gauche, etc. Un peu mais voilà, donc en fait, on perd en énergie, on perd en fun, et moi, en fait, on passe à une époque que j'aime moins dans le cinéma des années 2000, c'est-à-dire, en fait, le cinéma de Hong Kong est devenu plus respectable, pardon, entre guillemets. Voilà, il y a un effort de fait maintenant dans la production, dans la mise en scène, dans la lumière, dans la musique. Comme ils produisent moins de films, ils prennent plus de temps dans le jeu d'acteurs, dans l'écriture, voilà, etc., etc. Donc en fait, on change d'époque. On passe d'une époque vraiment fun, fournie, avec un terreau vraiment vivace et plein de vie, et bordélique à souhait, mais et voilà, avec plein de vitalité, à quelque chose de plus en fait contenu et de plus travaillé, mais du coup on y perd en émotion, on y perd en lumière, on y perd en force de vie, quoi. On perd quelque chose. Et moi c'est pour ça que c'est à partir de ce moment-là que je décroche un peu dans le cinéma de Hong Kong. Et où j'ai tendance plutôt à rader vers le passé. Mais en fait, c'est un peu normal, puisque le cinéma de Hong Kong finit son cycle, passe à la rétrocession, passe en Chine, et après, effectivement, bon, je vous invite à regarder toutes mes autres vidéos où je parle de ça, où je parle à la fois de Hong Kong et de la Chine et de ce rapport-là, hein, à travers leur cinéma. J'essaie de faire des ponts, j'essaie d'expliquer un peu comment ça s'est passé, comment s'est passé un peu l'évolution. Mais voilà, Fin dans l'affaire se situe finalement à une période de pivot complètement, et d'ailleurs vraiment, c'est vraiment symbolisé par le numéro 2, qui fait vraiment avec cette scène, voilà, qui fait pivot entre Hong Kong et la Chine. Voilà, donc pour revenir sur le premier très brièvement, très grand film que je pense tout le monde a vu, qui a été sollicité, qui a été plébiscité, qui a eu plein qui a été un gros succès à Hong Kong, dans le monde entier, etc. Martin Scorsese a fait son remake, The Departed, voilà, ça a atteint le monde entier, ça a été absolument, ça a influencé le cinéma coréen de l'époque, ça a influencé absolument tout le monde, mais c'était un petit peu le dernier baroud d'honneur, en fait, avant la fin, parce que après ça, en fait, Hong Kong s'est mis à refaire du Infernal Affair depuis 20 ans. C'est-à-dire ce côté froid, bureaucratique, voilà, les flics dans des bureaux, voilà, on sort de la rue, on sort de la crasse pour aller dans des bureaux, pour aller dans les affres du pouvoir. Voilà. Après, ils vont commencer à faire des films sur voilà, les enquêtes policières dans des sociétés de trading, dans la finance. Voilà. Moi, ça m'intéresse nettement moins. Mais c'est normal, en fait, que ça prenne ce pas-là, puisqu'en fait, la vivacité qu'il y avait à Hong Kong et dans la rue
finalement transparaît moins aujourd'hui. Il y a moins de violence, il y a moins de choses comme ça. En fait, la ville a changé et le cinéma a changé aussi avec elle. Donc c'est aussi ça qu'il faut voir. Même si, encore une fois, pendant 20 ans, on a eu plein de films intéressants. Et là, ça revient un petit peu, là, depuis récemment, on revient à du polar un petit peu plus crade, tourné dans la rue, ou tourné dans les années, voilà, ou qui se situe dans les années 90, etc. Et là, il y a plein de films qui reviennent. Je pense qu'il y a une espèce de, voilà, de réaction qui se fait à ce polar un peu aseptisé qu'on a depuis 20 ans et que, en fait, Infernal Affaires a initié. Donc moi, c'est le reproche que je fais au premier. C'est un chef-d'œuvre absolu sur certains aspects, mais sur d'autres aspects, notamment, voilà, il y a des problèmes un petit peu parfois de mise en scène un petit peu. On est dans une mise en scène en fait avec des effets un peu années 2000, voilà, avec un côté un peu expérimental années 2000, moi dont je suis pas tellement fan. Et en fait, on gagne quelque chose, on gagne un grand film, mais on y perd quand même quelque chose au niveau du cinéma de Hong Kong globalement avec les années qui arrivent. Alors, on rentre dans quelque chose de plus froid, selon moi. Mais bon, c'est absolument voilà, c'est une œuvre fondamentale malgré tout. Par contre, voilà, pour le 2, et là c'est pour ça que moi en fait, je pense que je préfère le 2 de toute la trilogie, je pense que c'est le 2 que je préfère, parce que là vraiment, bon, on est toujours dans ce côté, voilà, on maîtrise la mise en scène, la lumière, etc., les choses, mais là on est vraiment dans une œuvre, dans un pur film de gangster, dans un pur film de mafia. Voilà, le film est une préquelle, donc on retrouve les personnages d'Andy Lau et Tony Leung, mais jeunes, interprétés par Addison Chan et Sean Yu. Mais voilà, ce ne sont plus les personnages vraiment principaux. Les personnages principaux sont réellement, là dans celui-là, Anthony Wong et Eric Tsang. Et de tout le rapport qu'ils entretiennent tous les deux. Donc le film se situe dans les années 90, avant la rétrocession. Voilà, ça part du début 90 jusqu'à la rétrocession. Et il y a évidemment, là on change d'acteur, il y a Francis qui fait le méchant du film, qui est Impérial, un de mes acteurs préférés, Francis vraiment incroyable. Je vous incite vraiment à regarder voilà, tous ces films. Moi je l'avais découvert à l'époque dans The Mission, et après j'avais voilà, c'est un des acteurs qui fait encore beaucoup de choses à Hong Kong aujourd'hui. Et il y a son bras droit, son bras droit est joué par Roy Chung, qui est aussi impérial, d'un charisme absolu, qui dit pas un mot pendant tout le film, et qui a un destin, voilà. Donc je vous laisse découvrir si vous l'avez pas vu, puis si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. Et c'est assez marrant parce que j'avais vu The Mission à l'époque, j'avais surkiffé The Mission, et là c'est marrant parce que dans une scène on voit Roy Chung, Francis mais Anthony Wong qui jouait aussi dans The Mission. Donc voilà, c'était le petit truc, le petit clin d'œil, donc que j'aimais bien. Mais outre ça, voilà, je trouve que là il y a moins d'effets de mise en scène années 2000. Le film se situe dans les années 90, avec déjà, voilà, une époque que je préfère, avec les tenues vestimentaires, les gros téléphones, l'ambiance. On est plus dans la rue, on est plus dans les villas, dans les années 90. Voilà, il y a la mise en scène est beaucoup plus posée, tout en étant beaucoup plus aussi, on va dire, opératique, c'est-à-dire qu'il y a des grandes scènes voilà, de mise en de mise en tension, voilà, c'est comme un opéra, voilà, un peu musical. On y retrouve évidemment des emprunts au Parrain, au film des Parrains, de Francis Ford Coppola. Et voilà, il y a très grande musique. J'aime beaucoup la lumière, j'aime beaucoup ils reviennent à un côté un peu plus rugueux, un peu plus, voilà, ça ressemble un petit peu plus à de la pellicule, un petit peu 90. Et je préfère, moi, le numéro 2 largement, même si vraiment il manque Andy Lau et Tony Leung pour faire le taf. C'est les gros manquements, ce qui fait que je comprends que les gens l'aiment pas forcément pour ça, mais voilà, c'est pour moi, voilà, un grand film opératique, un grand film de gangster, et voilà, pour moi c'est celui. Et là, le fait de l'avoir redécouvert au cinéma, ça a été hallucinant, quoi. Vraiment, je l'avais un petit peu oublié, et en fait là je l'ai redécouvert vraiment sur grand écran, et ça, c'est absolument incroyable. Et évidemment il y a cette scène absolument magnifique de la rétrocession, et notamment, voilà, à travers le personnage d'Eric Tseng, qui pleure en fait sa femme qu'il a perdue, et qui en même temps, à la minute d'après, ouvre la porte et va faire du business, parce que parce qu'il s'est devenu le parrain c'est devenu le parrain de la triade locale. Et donc en fait il change d'attitude, il passe vraiment des larmes au rire, et c'est en fait ça peut symboliser effectivement le passage de certains Hongkongais et de Hong Kong, en fait, voilà, de Hong Kong à la Chine, avec un rapport, voilà, très triste, très nostalgique d'une certaine époque, mais où en même temps les gens se disent, bon allez, il faut tourner la page,
on ouvre la porte, donc il ouvre la porte dans cette scène, et là on voit, il traverse le couloir, il y a plein de gens qui l'accueillent, voilà, qui font la fête, avec des verres d'alcool, etc. Et tu sens qu'ils vont faire de l'argent, que ils vont être prospères, etc. Ils ont tous des drapeaux, le petit drapeau chinois et le petit drapeau de Hong Kong, voilà, qui grandissent comme ça. Et là, il passe des larmes en regrettant donc sa femme, l'époque où c'était un petit parrain local, Hong Kong, en fait, le Hong Kong plus petit, et il va vers quelque chose de plus gros, de plus grand, et il devient le grand parrain de la ville, et, enfin de la société dans laquelle il est, parce qu'il y a plein d'autres sociétés de mafia à Hong Kong, mais de triade, mais là voilà, il devient quelqu'un de plus important, et donc en fait voilà, il y a vraiment cette symbolique entre le passage, voilà, Hong Kong, Chine, et où là voilà, dans le moment où il ouvre la porte. D'ailleurs c'est intéressant parce que le moment où il pleure sa femme, où il pleure Hong Kong, en fait, où il pleure son passé, c'est noir, c'est à travers des vitres, c'est un petit peu, voilà, un petit peu triste, on voit les feux d'artifice au loin, mais c'est très nostalgique. Et puis le moment où il ouvre la porte, là, il y a il y a de la lumière, c'est très, voilà, c'est très éclairé, il y a beaucoup de gens qui l'accueillent, tout le monde sourit, tout le monde rigole, ils font la fête, etc. Donc cette scène est très importante pour comprendre la symbolique d'Infernal Affair pour le rapport Hong Kong-Chine. Voilà. Et donc c'est vraiment les personnages d'Anthony Wong et d'Eric Tseng qui sont vraiment les personnages principaux de ces films-là. En fait, il faut vraiment voir la lecture voilà, de ces films à travers ça. Et d'ailleurs, ils ont tous les deux un problème d'identité comme les personnages du premier. Eric Tseng est un parrain, mais en même temps, un parrain de la mafia, mais en même temps, dans celui-là, il est un petit peu une victime. Et finalement, il subit un petit peu les choses, même si, bon, à la fin, il va quand même réussir à devenir le parrain. Et Anthony Wong, voilà, c'est un flic, mais qui utilise des méthodes un peu de connard, quoi, de fils de pute, hein, pour passez-moi l'expression, voilà, pour atteindre ses objectifs. Donc les personnages sont très ambigus, voilà, mais c'est à l'image, voilà, du cinéma de Hong Kong de l'époque, et ça symbolise vraiment ça. Donc voilà, et voilà, chef-d'œuvre absolu qu'il faut absolument revoir. Et puis ensuite, voilà, je vais terminer sur donc le 3, le plus mal aimé. Et à juste titre, puisque vraiment, je me suis vraiment fait chier, hein. J'ai beaucoup de mal avec le 3. Objectivement, ça flirte entre... Alors, il y a des très bonnes idées, mais globalement, ça flirte quand même entre le nanar et le navet à des moments sur certaines scènes. Il y a des longueurs incroyables. Là, on sort vraiment de Hong Kong. Là, on n'est plus du tout dans... Et là, là, il y a pratiquement aucune scène qui se situe dans la rue, qui se situe avec le peuple, qui se situe près des gens. On est vraiment dans les affres de la bureaucratie, mais là vraiment de manière appuyée. On est vraiment en Chine. Il y a beaucoup de scènes avec des personnages chinois, le business en Chine, comment ça va devenir de faire du business en Chine après par la suite, etc. Les deux personnages, donc comme je l'ai dit, là les plus importants sont même s'ils sont des personnages secondaires dans le film, mais en fait ces deux personnages sont importants. Ce sont les personnages donc, de Chen Daoming et de Leon Lai qui sont deux flics infiltrés. Mais en fait, alors il y a un flic qui est chinois, l'autre qui est hongkongais, mais Leon Lai est un acteur chinois, enfin du mainland, du continent chinois. Donc voilà, la symbolique se situe à ce niveau-là. Et je sais ce qu'ils ont voulu faire, en fait. Ils ont voulu, à travers voilà, certains dialogues, certaines scènes, voilà, dire, voilà, maintenant, il y a notamment une scène où Chen Daoming dit à Kelly Chen, qui va sur la tombe donc de Tony Leung, voilà, maintenant il faut oublier le passé, il faut aller de l'avant, etc. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'ils ont voulu amener, c'est amener voilà cette espèce d'optimisme à travers voilà la rétrocession, à travers le rapport à Hong Kong avec la Chine, etc. Et là il y a voilà, mais c'est malheureusement pas très bien fait. En fait, je pense qu'ils ont beaucoup moins taffé sur cet opus. Enfin, c'est ce que je ressens. Je vois ce qu'ils ont voulu faire, mais clairement, c'est pas réussi. Malheureusement, voilà, c'est même parfois même assez lourdingue. Mais effectivement, je vois ce qu'ils ont voulu faire. Je comprends et je pense que s'ils avaient taffé un peu mieux, ça aurait été un bon film. Mais je pense que c'est peut-être une suite qu'il aurait fallu faire un petit peu après. Je pense qu'ils l'ont tourné trop dans la foulée, parce que clairement les suites ont été faites dans la foulée de manière pour engranger de l'argent, hein. C'est un cinéma d'exploitation, le cinéma de Hong Kong, et ils n'avaient pas pour optique de faire des suites, comme c'était le cas à l'époque du Syndicat du Crime. Donc en fait, je pense qu'ils ont fait le 2 et le 3 un petit peu, voilà, c'est sorti la même année, je crois ils l'ont fait un peu en même temps, et ils auraient peut-être dû le sortir l'année d'après. Voilà, je pense qu'ils ont mis beaucoup d'énergie à produire le 2, et malheureusement ils ont fait le 3 dans la foulée, en mode un petit peu, voilà, faut qu'on fasse une trilogie.
Alors, je pense qu'ils auraient dû prendre un petit peu plus de temps à l'écriture et à la mise en scène pour amener quelque chose de qualité, parce qu'il y avait il y avait de vraies bonnes idées à travers ces deux personnages de chinois du continent, d'amener ce rapport avec la Chine, cet optimisme, etc. Je pense qu'il y avait de très bonnes idées pour amener ça, mais malheureusement, voilà, c'est raté par manque de travail, par manque de temps et par précipitation, je pense. Et toutes les scènes, alors Tony Leung, clairement, ils le font revenir, mais il ne sert absolument à rien. Mais vraiment absolument à rien. Eric Tseng et Anthony Wong reviennent, ils ne servent également absolument à rien. C'est vraiment totalement inutile. Toutes les scènes avec eux sont totalement inutiles. En fait, l'intérêt du film réside vraiment dans la folie finale du personnage d'Andilo. Ça c'est intéressant, malheureusement c'est aussi lourdingue parce que les scènes sont mal écrites et que c'est poussif, c'est pas subtil, c'est appuyé, ça dure trop longtemps. Voilà, on se perd dans 2 heures de film. On a l'impression que le film dure 4 heures tellement c'est long et tellement c'est chiant. Moi j'ai vraiment failli bon, je vous ai dit, je les ai vus au cinéma, les deux m'ont accroché, les deux premiers, et le 3 j'avais une envie alors bon, c'est vrai on s'enchaîne quand même tous les films, donc c'est un peu compliqué, mais j'avais réellement envie de me flinguer dans la salle, hein. J'avais envie que ça se termine, j'en pouvais plus. Euh, et en plus voilà, c'est pas vraiment pas très intéressant. En fait, je pense qu'il aurait fallu vraiment parler de la trame finale, voilà, du personnage d'Andilo, parce que c'est le personnage principal et c'est le personnage le plus intéressant. Et il aurait fallu amener ces personnages de flics chinois là d'une autre manière et parler de ça directement. Le problème, c'est que en fait, comme Andilo tombe dans la folie, ça aurait été difficile de raccrocher les wagons, donc il faut quand même le personnage de Tony Leung pour raccrocher. Enfin, c'est quand même pas terrible, c'est quand même pas génial. On a quand même du plaisir à retrouver les acteurs. Mais globalement, là, moi qui suis allergique au polar de bureau, donc comme je l'ai cité, j'en ai parlé avant, là, je suis complètement servi, hein. Là, je veux dire, là, mon cauchemar est réalisé puisque le film se passe intégralement, enfin, pratiquement, voilà, dans des endroits vides, dans des bureaux. Alors, je sais que ça va avec le ton du film et ça va avec l'histoire, mais il aurait fallu trouver un attrait scénaristique, un intérêt et faire des personnages plus attachants parce que là, voilà, c'est pas possible. Mais encore une fois, je comprends ce qu'ils ont essayé de faire et peut-être que je me plante complètement, que j'ai rien compris au film et que en fait c'est un film très intéressant, hein. J'invite les gens qui l'ont vu et qui l'ont aimé à me dire ce qu'ils en pensent. Il y a aucun souci. Et encore une fois, il y a des choses très intéressantes, notamment la fin. En fait, une fois que le personnage d'Andilo devient complètement fou et qu'on ne voit plus le personnage de Tony Leung et que en fait ça finit sur ces deux personnages de flics chinois, là il aurait fallu faire quelque chose vraiment avec ces personnages, ça aurait été très intéressant. Et malheureusement, bon bah ils servent à rien parce que dans le film, puisque ils sont pas vraiment utiles à la trame et ils apparaissent un petit peu comme un cheveu sur la soupe, voilà, mais il aurait fallu se focaliser sur ça. Donc globalement, voilà, Infernal Affair, quand même la grande trilogie mythique, fondamentale, hongkongaise des années 2000. Et d'ailleurs, les derniers grands films en fait des années 2000. Moi, après ce film-là, je n'ai pas vraiment vu de grands polars au cinéma, même si dans les années 2000, encore une fois, je répète, il y avait quand même Johnny To qui faisait des choses très bien, il y avait quand même beaucoup de choses, il y avait Wilson Yip qui faisait des choses très bien, il y avait plein de bonnes choses. On va dire qu'après Infernal Affair, il n'y a pas eu vraiment, de toute façon, après les années 2000 à Hong Kong, initié par Infernal Affair, on n'a pas eu vraiment de grands films et de grands polars. Le polar s'est pratiquement éteint à partir des années 2010. Et là, on sort vraiment d'un vide intersidéral des années 2010. En tout cas au niveau des polars, avec voilà encore une fois une réappropriation et une continuation de ces espèces d'histoires de flics totalement interchangeables, voilà, flics film policier, polar, mais se situant dans des bureaux, dans des endroits froids, voilà, gris, ternes, voilà. Je suis content parce que là, les films de Hong Kong récemment sont retournés un petit peu à la rue, à la crasse, voilà, comme je l'ai cité avec Limbo, avec Andrew Cigarette, avec les films qui vont arriver là dans les années 2020. J'espère que dans les années 2020, je souhaite que le cinéma de Hong Kong revienne à quelque chose d'un peu plus viscéral et d'un peu plus crade et d'un peu plus réaliste et qui touche à des choses un petit peu plus vraies, ce que font les drames actuellement. Voilà, en tout cas, pour conclure, parce
que j'ai déjà fait 25 minutes, c'est beaucoup trop long. J'espère que vous m'avez écouté jusqu'au bout. Enfin, je vous en remercie en tout cas. Infernal Affair, à voir au cinéma, voilà, impérativement, si vous pouvez, si vous êtes sur Paris. Voilà, courez les voir et courez les, voilà, ou revoyez-les en support physique, voilà, chez vous, si vous le pouvez, parce que vraiment, c'est la dernière grande trilogie du cinéma de Hong Kong. Voilà, je vous embrasse, merci de m'avoir écouté. Vive le